bonsoir et bienvenue dans votre émission éducative L'encre et la plume, grand format. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir M. Magueye Kassé, professeur titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir M. Kassé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous de m'inviter à votre émission, à laquelle je participe avec beaucoup d'intérêt. Effectivement, je suis enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur titulaire des universités. C'est-à-dire que très souvent, on a l'habitude d'entendre certains se faire appeler professeur de manière tout à fait indue, puisque être professeur à l'université peut signifier enseigner à l'université. Mais quand on dit professeur un tel ou professeur une telle, normalement, c'est quelqu'un qui a embrassé la carrière académique, qui a fait le cursus académique, qui est passé assistant, maître de conférence, professeur titulaire. Je dois déplorer souvent le fait de l'utilisation abusive de professeur. Ce n'est pas simplement parce que nous voulons tirer la couverture à nous, mais nous voulons simplement rectifier des choses qui ne sont pas exactes. Donc, effectivement, je suis professeur titulaire au département de langue et civilisation germanique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'accord. Donc, pour mieux comprendre, il y a une nette différence entre professeur titulaire et professeur simple. Oui, disons dans les réformes françaises, on appelle souvent les enseignants du secondaire professeurs. Mais dans notre espace académique, quand on dit professeur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui soit a été maître de conférence. Il n'est pas encore professeur, mais on peut l'appeler professeur puisqu'il est dans ce qu'on appelle le corps A, le collège A. Il y a ceux qui, après être passés par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, et souscrit à un certain nombre de conditions de publication, d'encadrement, de thèse, a été jugé apte et digne de porter le grade prestigieux de tout professeur titulaire. Donc c'est comme ça que ça se fait. Dans l'armée, j'ai l'habitude de dire, on n'appelle pas un premier classe général, un caporal non plus. Donc je ne vois pas pourquoi dans notre espace, on appelle n'importe qui professeur. Je me devais de rectifier cela. Je n'en ai pas eu l'occasion jusqu'à présent, mais je le fais. D'accord, tout à fait. Et pour démarrer concrètement notre émission, professeur, pouvez-vous revenir sur votre parcours? C'est un parcours, somme toute, banal, quelque part, puisque quand on va à l'école, on espère gravir toutes les étapes du cursus scolaire et universitaire, si c'est possible. Je suis un enfant de la République. J'ai fait mon école primaire à Kaolack, où j'ai eu le baccalauréat, et j'ai eu la chance, parce que j'avais de bonnes notes, d'avoir été choisi comme certains de mes camarades pour aller faire ce qu'on appelle les classes préparatoires. C'était pour préparer l'hypocagne et la cagne. Évidemment, c'est un concours français qui préparait à aller à Normal Sup, préparer l'agrégation. Certains de mes collègues l'ont fait, le Souleymane Bachir Diagne, l'Imam Moussé Diagne, des gens qui ont intégré Normal Sup. D'autres, comme moi, Semou Patigay, pour le citer, Feu Semou Patigay, avions choisi de ne pas intégrer forcément la rue d'Ulm ou Saint-Cloud, mais de bénéficier de cette formation prestigieuse, qui était une formation au-dessus de l'université, puisque nous avions l'occasion d'apprendre tout, en même temps que l'université, mais dans un niveau supérieur. Par exemple, dans les sciences humaines et sociales, nous apprenions les lettres modernes, l'histoire, la géographie, la philosophie et les langues. Et donc, après ce cursus, j'ai choisi les études germaniques, où après j'ai eu ma licence, ma maîtrise. J'ai fait la formation pédagogique de l'école normale supérieure de l'époque. C'était la première formation, puisque je pensais aller faire l'enseignement secondaire. J'ai bénéficié d'une bourse de l'Autriche pour aller faire à Paris, tout en étant à Vienne, mon doctorat de 3e cycle sur l'image du noir dans la littérature allemande, de 1870 à 1933. J'ai été recruté après ma thèse comme assistant en 1980 et j'ai fait ma thèse d'État que j'ai soutenue en 1995
sur les relations culturelles entre la République fédérale d'Allemagne et l'Afrique au sud du Sahara, de 1949 à 1980. Je voudrais préciser deux choses à ce niveau-là. La première, c'est que j'ai bénéficié d'une bourse nationale. Et contrairement à certains de mes amis à l'époque, je n'avais pas choisi de rester en France et d'y enseigner, ou de rester en Allemagne et d'y enseigner, comme je pouvais en avoir l'occasion. Je suis rentré au Sénégal puisque je me sentais redevable des contribuables sénégalais de m'avoir permis de me former. La deuxième chose, c'est que cette formation m'a ouvert les yeux sur énormément de choses. D'abord, une curiosité intellectuelle qui était soutenue par mon cursus, puisque les études chamaniques mènent à beaucoup de choses, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas dans ce pays. C'est ainsi que je me suis intéressé au cinéma, à l'art plastique, à la littérature, bien sûr, et aux différentes relations que les arts entretiennent entre eux. Et donc, c'est fort de ce cursus que je me suis orienté vers des études, des recherches, des publications sur ces différents domaines. Le cinéma africain, l'art plastique africain, la littérature africaine, ou les littératures africaines. Parce que je partage le point de vue qu'il n'y a pas une littérature africaine, mais des littératures africaines. Donc cette formation pluridisciplinaire m'a permis de m'intéresser à beaucoup de choses. Et dans le même temps, j'ai été en contact avec de grands esprits, dont Sémou Pathé qui est décédé, avec lequel j'ai partagé mes années d'élève au lycée Gaston Berger de Kaolack. Il était de 2 ans mon aîné et qui a été envoyé en France pendant les événements de 1968 dont je suis un produit, en même temps que Mamoussé Diagne. Bien qu'il n'ait pas préparé le baccalauréat français, on passait le baccalauréat en France pendant les événements de 68 et l'on réussit brillamment. Et il a fait son hypocagne au lycée Potier d'Orléans. Moi, je devais aller à Nancy. Mais le climat de Nancy ne nous convenant pas, avec mon ami Elfeki Agne, qui a été proviseur du lycée de la Fosse, nous avons choisi d'aller faire notre hypocagne à Orléans, où nous avons retrouvé Sémou Pathé Gueye. Et c'est là que j'ai été en contact avec, comme je l'ai dit, des gens très brillants, très curieux intellectuellement, qui m'ont poussé à beaucoup lire, à côté de la nécessité de beaucoup lire l'hypocagne et la cagne exigée, pour qu'ensuite nous nous intéressions à tout ce qui était, disons, en vogue à l'époque. Moi, j'étais très sensible à l'injustice sociale. Et j'ai pu lire des philosophes, de grands penseurs, Jean-Paul Sartre, Althusser, et bien entendu Marx. Et Sémou m'a beaucoup aidé dans cette voie vers le marxisme. Parce que c'est lui qui m'a recruté dans le mouvement des étudiants du Parti de l'indépendance, du Parti africain de l'indépendance, le MEPAI. Et nous nous battions pour l'amélioration des conditions d'études des étudiants sénégalais, dans un cadre qui était l'association des étudiants sénégalais en France, où j'ai côtoyé mon ami Mansour Sy Djamil, pour le citer, quelqu'un de connu ici, et d'autres amis qui, en même temps que moi, militaient dans l'ASF et dans le parti. Et tous, nous étions membres de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui avait été créée par nos illustres devanciers, dont notre aîné Amadi Alidien, qui a publié récemment une très belle histoire de la FEANF, dont Maguette Thiam, qui a été au président de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire, dont de grands noms, des mathématiques comme Moumouni, etc. Et aussi où nous avons côtoyé, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs à l'époque, l'actuel président de Guinée, Alpha Condé. C'était des années de braise, c'était des années de disputes intellectuelles, au sens de disputation. C'était des années de grandes controverses sur les voies de développement de nos pays africains. Est-ce que l'Algérie était socialiste? C'était à l'époque aussi de la guerre froide. Nous avons soutenu les luttes du peuple vietnamien. Nous avons manifesté pour la libération d'Angela Davis. Nous avons manifesté pour la libération de Mandela. Nous avons manifesté contre l'absence de liberté démocratique dans les pays africains. Et nous nous sommes battus à l'époque pour la libération de Mamadou Dia, ce qui nous a valu, en tout cas à moi personnellement et à d'autres amis, un procès
intenté par les étudiants PS de l'époque, puisque nous nous sommes battus physiquement à un moment où nous posions nos affiches pour exiger la libération de Mamadou Dia. Le procès a eu lieu et Orléans a été le théâtre d'une très grande rencontre de pratiquement tous les étudiants sénégalais de France. Et nous en sommes tirés les uns comme les autres avec des amendes pour avoir trouvé l'ordre public. Nous avons manifesté à Orléans qui était une ville de droite, d'extrême droite, avec Texier Vignancourt qui était le porte-parole de la droite française. Mais nous avons osé et nous avons réussi à organiser une grande manifestation à la mort de Cabral, puisque nous soutenions également la lutte du PAIGC, comme nous soutenions la lutte du Frélimo, comme nous soutenions la lutte du Front Polisario, comme nous soutenions également le MPLA d'Angola. Donc c'était des années de grande formation théorique et idéologique. Ce qui fait que je suis fier aujourd'hui de pouvoir dire que contrairement à certains de mes copains, parce que ce ne sont pas mes amis, de mes compagnons de joute oratoire pendant les congrès de l'Association des étudiants sénégalais en France, nous sommes restés ce que nous étions, c'est-à-dire convaincus de la nécessité de la lutte pour la transformation sociale, convaincus que le marxisme est une science qui nous aide à appréhender et à comprendre le réel dans ses différentes contradictions et manifestations. Et c'est ainsi que tout naturellement, quand je suis rentré, ayant milité au PAI pendant de longues années, depuis 1972, nous avons continué ce chemin après être rentré au Sénégal en 1980. Et donc c'est tout naturellement que quand le PAI est devenu PIT Sénégal à cause de la confusion entretenue par Senghor avec le PAI de Masmoud Diop, nous sommes restés dans ce parti, où j'ai eu à diriger la fédération de Dakar pendant de longues années, et où j'ai été élu membre du comité central, et par la suite, j'ai été membre du bureau politique, membre du secrétariat, jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc c'est un communiste convaincu. Et dans ce chemin, j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants avec lesquels j'ai noué de très grandes amitiés, de profondes amitiés, dont je citerai simplement un exemple, c'est Sembène Ousmane, que j'ai connu, apprécié, avec lequel j'ai beaucoup collaboré, qui avait une affection particulière pour moi et mon épouse, puisque je dois dire que mon épouse, Aminata Faye Kassé, qui a été présidente du Conseil sénégalais des femmes, avait une relation très profonde avec Sembène Ousmane. C'est ainsi que, quand son film Fatkine est sorti, Sembène lui a dit la première de Fatkine sera organisée par le Conseil sénégalais des femmes. Et ça a été un succès énorme, puisque, entre parenthèses, Sembène a été un très grand partisan de la lutte des femmes pour leur émancipation. Ce qui se lie à travers son œuvre romanesque et filmique. Et donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, regardant un petit peu ce parcours, je dois dire que je n'ai aucune honte à me regarder dans la glace, puisque je suis resté fidèle à mes convictions. Et je ne vois pas aujourd'hui qu'est-ce qui pourrait ébranler ces convictions. Nous nous sommes battus contre le régime du Parti socialiste de Senghor à Abdou Diouf, puisque dans cette période, nous avions organisé, avec les connaissances qu'on avait à l'époque de sa philosophie de la négritude, énormément de conférences à travers la France contre la négritude, avec les Dutsines que nous recevions régulièrement. Nous nous sommes battus contre sa politique économique, sociale et culturelle. Et ça nous a valu évidemment des initiatives extrêmement hardies pour l'époque, l'occupation de l'ambassade du Sénégal par exemple. Les comptes rendus réguliers des services secrets français contre nous. Une amie m'a dit une fois, qui était à la présidence, qu'elle avait reçu un telex des renseignements généraux disant qu'après le départ de Sémou Patigué à Orléans, j'étais là-bas pour manipuler les étudiants sénégalais contre Senghor. Nous avons eu régulièrement nos bourses coupées, puisque nous nous battions contre le régime, et nous avons dû travailler, comme certains de mes amis et camarades d'ailleurs à l'époque, dont je salue aujourd'hui la mémoire, même s'ils ne sont plus là, c'est Mohamed Bey, qu'on appelait Bep, c'est Sangone Diop, qui sont morts en France. J'ai travaillé comme Mansour Sy Djamil dans la presse française pour financer nos études.
J'ai eu à travailler au Matin de Paris, à François, au Monde, comme travailleur émigré. Et je raconte une anecdote où j'ai été victime d'un acte de racisme au Matin de Paris et quelqu'un est venu dire à la personne qui m'agressait que bien que maniant le balai pour nettoyer les locaux du Matin de Paris, je n'en préparais pas moins une thèse et que lui était à 100 000 lieues du niveau d'études où j'étais parvenu, bien que j'étais engagé pour quelques mois comme balayeur au Matin de Paris. C'est un journal qui a disparu depuis d'ailleurs. C'est une anecdote, mais pour dire simplement que ce combat que nous avons mené contre le régime du Parti socialiste s'est prolongé à notre tour, rejoignant celui de mes camarades ici. Et quand Abdou Diouf est venu au pouvoir, nous l'avons combattu. Nous avons eu avec lui des joutes mémorables. Et en 89, quand il y a eu les événements Sénégal-Mauritanie, que nous avons pris des positions, nous, quand je dis nous, je dis le parti, le PIT Sénégal, des positions très courageuses de discuter avec lui dans la période post-électorale de 88, qui nous a valu d'entrer dans son gouvernement de majorité présidentielle élargie. Et ce faisant, nous avions pensé qu'il était temps de faire opérer un tournant important dans la gestion des affaires du pays, ce qui n'a pas été fait, bien que nous ayons été 2 fois dans son gouvernement. Et en 2000, nous avons été principalement, et je le souligne, les artisans de l'alternance, puisque nous avions créé le pôle de gauche avec la Ligue démocratique et AJ/PADS pour porter notre choix sur la candidature de Wade. Nous nous sommes battus pour que Wade soit élu, mais nous avions notre ligne de défense conséquente des intérêts des Sénégalais, ce qui nous a valu ce que Ahmad Dansokho appelle la défenestration pour la seconde fois du gouvernement de Wade, et parce que nous n'étions pas prêts comme les autres à faire des compromis, voire des compromissions. Et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à l'opposition ensuite pour créer toutes les conditions des alliances que vous connaissez, le CPC, etc., jusqu'à Benno Siggil Sénégal aujourd'hui avec la seconde alternance avec Macky Sall. Voilà brièvement résumer un parcours dans ces grandes lignes, à grands traits, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure. D'accord. Vous êtes quelqu'un qui a fait ses preuves dans l'enseignement, mais également dans la politique. Par rapport à l'enseignement, est-ce qu'aujourd'hui vous notez des dysfonctionnements dans le système? Énormément de dysfonctionnements, puisque nous avons participé à l'organisation des seconds états généraux, puisque les premiers états généraux ont été organisés par le Sud-Est, le syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal, après avoir subi une répression féroce à laquelle nous n'avons pas participé, nous n'étions pas encore là. Mais quand nous sommes rentrés en 80, la lutte du Sud-Est a obligé le gouvernement à organiser ce qu'il appelait, mais nous l'appelions les seconds états généraux, les états généraux de l'éducation et de la formation, où j'ai été un acteur dans la réflexion, dans les commissions, pour l'avènement d'une école nouvelle. Et c'était en quelle année? 80. Et nous avons participé aux travaux de la Commission nationale de réforme de l'éducation et de la formation, qui a déposé ses conclusions en 1984, conclusions dont certaines ont été acceptées par le gouvernement, mais jamais réalisées. Et d'autres n'ont pas été acceptées par le gouvernement. Et je dois dire que pendant les États généraux, nous avons consacré des réflexions à l'université, mais elles étaient très peu nombreuses. Et en dehors de quelques dénominations de facultés et autres, on n'a pas fait grand-chose pour l'université. Il aura fallu attendre la concertation nationale sur l'enseignement supérieur à laquelle j'ai participé. Puisque pendant ce temps-là, le recteur Souleymane Niang, paix à son âme, m'avait demandé d'être à ses côtés pour être le directeur de la pédagogie et des réformes universitaires, et ensuite sous l'appellation de direction de la pédagogie, des réformes universitaires et de la scolarité. Donc nous avons participé aux travaux de la CNES, qui a déposé 21 mesures pour revitaliser l'enseignement supérieur. Donc c'est pour dire que l'école sénégalaise ne se portait pas bien à tous les niveaux et continue aussi à ne pas se porter bien. Et nous mettons beaucoup d'espoir sur les conclusions de la récente réflexion autour de la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur, avec les 78 mesures, recommandations qui ont été approuvées par le chef de l'État en conseil interministériel
et nous attendons leur mise en œuvre. Mais grosso modo, on peut dire que le système éducatif sénégalais est dans la tourmente depuis plusieurs décennies. Ce qui se traduit par énormément de difficultés au niveau infrastructure, au niveau personnel, au niveau orientation, au niveau des conditions de travail des enseignants, mais aussi des conditions d'études des apprenants. Conditions sociales, puisque l'école sénégalaise se meut dans un environnement caractérisé fondamentalement par la pauvreté des couches les plus populaires. Et ce qui rejaillit aussi sur l'image que l'école véhicule et projette sur le Sénégal. De mon temps, on avait beaucoup d'espoir en envoyant son enfant à l'école, en se disant, il va réussir, s'il est intelligent, s'il y a un cadre opportun pour l'aider à réussir, et que pendant nos vieux jours, nos enfants pourront nous aider à passer ce cap de vie à trépas. Depuis très longtemps, les gens sont revenus de ça. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au Sénégal, même si le Sénégal en a des caractéristiques singulières par rapport à d'autres pays. Nous déplorons le niveau des apprenants, nous déplorons le niveau des enseignants. J'ai eu l'occasion de le dire. N'eût été l'intervention de la Banque mondiale qui nous a amené ce système des volontaires et des vacataires qui a contribué à affaisser le niveau des apprenants et également à négliger la nécessité d'une formation pédagogique, académique d'abord et pédagogique de qualité des enseignants. Nous nous retrouvons dans un système où on dit vulgairement le serpent qui se mord la queue. Et je n'ai aucune gêne à le dire. La politique éducationnelle de l'ancien régime qui vient de partir a également contribué à creuser davantage ce fossé entre l'acquisition des connaissances et leur traduction en termes d'insertion professionnelle, puisque avec le quota sécuritaire de l'ancien ministre de l'Éducation, évidemment, nous connaissons beaucoup de catastrophes à ce niveau-là. Donc, des gens qui n'avaient aucune qualification qui étaient recrutés dans des classes pléthoriques, avec des infrastructures insuffisantes malgré les mensonges. Et nous avons organisé ici à l'Université Cheikh Anta Diop Dakar, il y a de cela 2 ans ou 3 ans, un grand forum avec mes amis de l'Association des étudiants sénégalais en France. Nous avons dit à un moment donné, qu'est-ce que nous qui avons bénéficié de l'école publique, qui avons bénéficié de bourses nationales, qui sommes revenus au Sénégal dans certaines positions, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider le système? Et nous avons commencé une série d'initiatives dont la première était d'établir la vérité sur le budget réellement consacré à l'école. Puisqu'on nous chantait Urbi et Orbi, qu'on avait consacré plus de 40% du budget à l'éducation, ce qui était totalement faux. Donc, nous avons une école qui est dans une grande tourmente et nous avons rappelé avec beaucoup d'émotion la manière dont Iba Ndiaye Diadji avait théorisé la nécessité des turbulences zéro pour qu'enfin notre école sorte de la tourmente. Voilà une école qui est dans un système de grève récurrente, annoncée, mais dont aucune mesure de prévention n'a été prise, en tout cas ne semble pas être prise, pour juguler ces difficultés que nous sommes tout à fait fondés à juger facile à prévenir. Facile à prévenir dans la mesure où, d'abord, quand on signe des accords avec des organisations syndicales d'enseignants, il faut les respecter. On ne peut pas comprendre que vous envoyez des gens superviser des examens, corriger des copies et que vous ne les payez pas. On ne peut pas comprendre que des enseignants qui travaillent ne perçoivent pas leur salaire à temps. On ne peut pas concevoir, même si je suis contre la mesure, je n'ai jamais été pour l'octroi de bourses tout azimut et sans aucun critère, comme Abdoulaye Wade l'a fait. Mais une fois que c'est fait, c'est devenu un acquis pour les enfants des couches populaires. Il faut les respecter. On sait qu'il y a tant d'étudiants qui bénéficient de tant de bourses de tel ou tel niveau. Mais le budget ayant été voté, il faut trouver les ressources nécessaires pour payer. Et ça permet aux élèves et aux étudiants de ne pas entrer dans des grèves cycliques qui perturbent.
Parce que non seulement les grèves perturbent le champ social, mais curieusement, chaque fois qu'il y a des grèves dans le champ social, le champ pédagogique s'en trouve affecté. Vous voyez? Donc, c'est un peu autour de ça, et ces raisons qui me font dire que l'école sénégalaise ne se porte pas. La chef du gouvernement a annoncé récemment dans son DPG qu'il va se tenir bientôt au cours du premier trimestre 2014 les assises de l'éducation. Croyez-vous que ces assises régleront de façon définitive ces problèmes liés dans le système éducatif? Tous les syndicats d'enseignants sérieux, à commencer par le mien, le Sud-Est, dans tous ses démembrements, puisque le dernier congrès du Sud-Est a opéré une transformation de son organisation pour être au plus près des préoccupations des différents ordres d'enseignement. Mais tous les ordres d'enseignement confondus. Et pendant longtemps, nous avons demandé l'organisation des états généraux de l'éducation et de la formation. Nous avons eu dans le temps des sessions d'évaluation des états généraux qui n'ont pas donné grand-chose. Nous avons eu à organiser des journées sur l'université qui n'ont pas donné grand-chose. Donc ce que le Premier ministre, Mme Aminata Touré, a dit dans sa déclaration de politique générale ne fait que traduire une préoccupation déjà exprimée par les acteurs de l'école, bien avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. Et donc, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous notons qu'on va aller vers ces assises. J'ai des préoccupations à ce niveau-là. C'est peut-être le pilotage de ces assises. Je ne suis pas certain qu'on l'ait confié aux ressources humaines les plus qualifiées pour le faire. Je n'en dis pas plus. Pour le moment, je n'en dis pas plus. Il y a des ressources humaines qui auraient été beaucoup plus à même de comprendre les enjeux. Parce qu'après avoir vécu le système, dans tous ses démembrements, pour pouvoir imaginer avec les acteurs les thèmes de référence autour desquels vont s'articuler ces assises. Mais, comme on dit, qui vivra verra, mais ce serait dommage que nous rations ce coche, premièrement. Deuxièmement, les maux dont souffre l'école sénégalaise sont tellement énormes, tellement profonds et tellement variés qu'il faudrait une approche systémique, holistique, qui puisse, disons, présenter un état des lieux réel et des pistes de solutions réalistes. Ça, c'est ce que je pense de cela. Que cela soit traduit dans une déclaration de politique générale, il faut souhaiter que ça ne soit pas qu'une déclaration. Il faut que cette déclaration, cette intention manifestée devant la représentation nationale se traduise effectivement dans les faits par une stratégie ou des stratégies de bonne loi. Voilà ma préoccupation. D'accord. Et puis, d'aucuns affirment que ces assises sont déjà vouées à l'échec. Je pense que, comme dit l'adage, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. En l'occurrence, non pas d'ours ici, mais c'est l'idée. Il ne faut pas anticiper sur des choses qui ne sont pas encore en train d'être mises en œuvre. Je ne suis pas de ceux qui, comme Cassandre, prédisent des échecs ou des succès. Tout dépendra de la dialectique avec laquelle on va traiter de ces questions si sérieuses. Puisque ce sont des questions contradictoires. La demande d'éducation est forte. Le maillage du territoire national par une carte scolaire crédible est une nécessité. Le besoin de consacrer à l'école comme à la santé du reste les ressources nécessaires, disons gérées de manière rationnelle. Une politique qui consiste à mailler le territoire national d'infrastructures universitaires qui fassent en sorte que, avec l'acte 3 de la décentralisation, il y ait des relations beaucoup plus crédibles que ce que nous avons aujourd'hui. Si vous allez dans les pays développés, prenons la France parce que nous connaissons mieux ce contexte, vous avez des régions qui ont des responsabilités particulières sur les questions d'éducation, d'enseignement supérieur et de recherche. La région Rhône-Alpes, la région Île-de-France, etc., sont des régions qui pilotent le développement à partir de la décentralisation. Il ne faudrait pas oublier cela. Moi, j'ai été parmi ceux qui ont eu, à l'époque, à réfléchir beaucoup sur l'implantation de collèges universitaires. Abdoulaye Wade est venu à tout détruire. Il a mis des collèges universitaires qui n'en étaient pas, qu'on a transformés rapidement en universités, sans aucune, à mon avis, réflexion profonde sur les tenants et les aboutissants, l'ensemble des considérations qui doivent accompagner des transformations de structure. Nous nous rendons compte aujourd'hui que, il y a une carte qui est dessinée avec la concertation
sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Il faudrait qu'il y ait des cohérences entre les différents paliers du système éducatif. Nous avons un gros problème de formation professionnelle, d'enseignement technique et de formation professionnelle, qui doit être le creuset dans lequel des ressources humaines de qualité pourraient être formées pour répondre à des besoins précis identifiés. Voilà un problème sur lequel, malgré tous les plans, programmes qu'on nous a donnés sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, n'ont pas donné de résultats satisfaisants. Il faut quitter l'enseignement général. C'est vrai qu'il y a eu des réflexions autour de ça dans la concertation sur l'avenir de l'enseignement supérieur, mais il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de cohérence dans le système. Nous avons des centres d'études qui ont fait la preuve de l'efficacité de la réflexion dont il faudrait se servir. Quand je disais tout à l'heure une approche systémique, c'est une approche globale qui ne nie pas les spécificités ni les questions particulières, mais qui permet également aux acteurs de tous ordres, les élèves, les enseignants, les étudiants, les personnels techniques, etc., de dire, parce que si nous voulons faire plus que les États généraux de 1980, il faudrait que ce soit beaucoup plus inclusif, que tout le monde se sente concerné. L'école est l'affaire de tout le monde. Or, nous sommes dans un moment où la mondialisation des économies, la course au profit des pays nantis, l'exploitation dont nos pays ont tous été victimes, ce système-là doit être analysé avec beaucoup de lucidité et trouver des réponses étape par étape par rapport à la manière dont les questions anciennes et les questions nouvelles se posent. Donc là aussi, nous avons l'obligation d'une réflexion très profonde sur la meilleure manière de régler, je dis bien progressivement, non pas les ressources nécessaires pour tout régler. Mais nous devons avoir une politique qui nous permette progressivement de régler les problèmes en commençant par les plus aigus. Nous avons un grand déficit de formation de personnel en mathématiques, dans les sciences. Il faudrait une politique hardie et compréhensible pour régler cette question-là. Donc, je ne dis pas au départ ces assises sont vouées à l'échec. Je ne dis pas non plus qu'il faut leur signer un chèque en blanc. Et je suis plus circonspect. Je dis qu'il y a un certain nombre de conditions indispensables sans lesquelles on peut hypothéquer la mise en œuvre d'une politique de rupture par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à présent. Le monde ne nous attend pas. Aujourd'hui, la question des savoirs, la question des connaissances sont deux questions essentielles qui conditionnent le développement de tous les pays. Il faudrait rompre ce cycle infernal où les gens quittent l'école très tôt sans aucune formation et grossissent le rang des chômeurs, des marchands ambulants, ce qui impacte négativement sur l'approche de la géographie urbaine, du maillage du territoire national, du gonflement de certaines villes comme Dakar au détriment du reste du pays. Nous n'avons pas une population estudiantine en relation avec la population du Sénégal. Il faudrait régler cette question. Donc il y a beaucoup de questions que j'énumère comme ça à la va-vite, puisque c'est le cadre d'une interview. Mais c'est sûr que c'est autant de domaines, autant de secteurs sur lesquels il faudrait avoir une vue beaucoup plus correcte, beaucoup plus en phase avec les défis qui se posent à l'intérieur de ce secteur. Parce que la finalité, c'est quoi? On parle de l'émergence tutti quanti. On en parle tout azimut, comme si c'était une espèce de caverne d'Ali Baba où on entre, on trouve tout. Non. L'émergence a des conditions. A des conditions. Les ressources dont le pays dispose devraient être utilisées à meilleur escient. C'est-à-dire que prenons la question des mines, prenons la question du sous-sol, prenons la question des recherches halieutiques, prenons la question de l'agriculture. C'est autant de domaines dans lesquels des ressources humaines sont nécessaires. Et donc, des États généraux ou des assises sur l'école devraient prendre en compte ces facteurs-là pour pouvoir dire à la fin de l'exercice, nous avons des stratégies de mise en œuvre qui permettent de régler progressivement, mais de manière crédible, la sempiternelle question de l'adéquation de la formation et de l'emploi. Voilà un petit peu ce que je pense de cette perspective qui est tracée, encore une fois, pour essayer de régler des problèmes devenus de plus en plus difficiles à résoudre, puisqu'il y a une telle imbrication, les problèmes sont tellement embirlificotés les uns dans les autres,
qu'on a du mal parfois à voir. Et il faudrait des pilotages crédibles pour que ces exercices qui sont faits déjà et d'autres qui sont en voie de l'être puissent donner effectivement, correspondre aux attendus qu'on a mis dans ces politiques-là. D'accord, tout à fait. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes dans votre émission éducative L'encre et la plume grand format. Pour ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir M. Magueye Kassé. Il est professeur, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Professeur, je ne vous l'apprends pas, les rideaux sont tombés ce mardi sur le colloque international sur la vie du syndicaliste et enseignant Iba Ndiaye Diadji, et ceci dans le cadre du 10e anniversaire de sa disparition. Est-ce que vous pouvez nous conter un tout petit peu l'homme, Iba Ndiaye Diadji? Merci d'aborder cette question-là, puisque effectivement, le Sud-Est a décidé de célébrer les 10 ans de la disparition de Iba Ndiaye Diadji. Ce nom sonne comme un étendard, comme également une référence. Si je devais parler de l'homme, je dirais que c'est un homme intégral. Intégral dans le sens de la curiosité intellectuelle, intégral dans le sens de l'incarnation des valeurs qui font l'homme. Iba Ndiaye était un homme pétri d'éthique, dans l'humilité des grands hommes, des savants, des hommes du savoir. C'était un homme attachant, d'une grande sociabilité et un homme d'une grande courtoisie. Un homme très attentif à l'évolution de son temps et à l'insertion de son pays dans ce temps. Et tout ce que je viens de dire, Iba Ndiaye Diadji l'a traduit dans des actions concrètes. Enseignant, il a fait preuve de grande déontologie dans les apprentissages, dans la transmission des connaissances, dans le rapport entre l'apprenant et son maître, dans le plaisir qu'il a su communiquer à ses élèves d'apprendre, ce qui n'est pas donné à tous les enseignants. Faire de l'acte d'apprentissage un acte de plaisir. Par sa personnalité attachante, par son style également de transmission des savoirs et des connaissances. Iba Ndiaye a été quelqu'un qui, voyant l'état dans lequel il exerçait sa profession d'enseignant, s'est tout de suite impliqué dans les batailles pour l'amélioration de la condition des enseignants, mais également dans des perspectives d'une véritable école, école publique au service des citoyens de ce pays, y compris des citoyens les plus démunis, les classes populaires. Et Iba Ndiaye, ayant gravi les échelons de la hiérarchie universitaire, comme nous l'avons dit tout à l'heure, a eu le mérite, malgré ses nombreuses obligations de syndicaliste, puisqu'il a été secrétaire général du Sud-Est, il a contribué à créer la Confédération des syndicats autonomes. Il n'en a pas pour autant négligé d'abord sa famille. Nous l'avons vu dans les témoignages, très attaché à sa famille, très soucieux de leur devenir, même s'il n'avait pas beaucoup de temps à leur consacrer. Dans le même temps, il a fait une brillante carrière universitaire. D'abord sa thèse de 3e cycle, ensuite sa thèse d'État. Avant sa mort, il a été nommé maître de conférence et sans aucun doute, il aurait été nommé professeur titulaire au vu des nombreuses publications qu'il a faites durant son parcours universitaire. Donc, parler de Iba Ndiaye, c'est rappeler tout cela avec en plus une préoccupation constante, comment par l'action et par la réflexion amener les Sénégalais à se secouer dans la crise des valeurs qui traverse notre société, et notre société en particulier. Et c'est ainsi que nous avons été très surpris, agréablement surpris de trouver dans ces archives le manuscrit d'un roman dont nous avons fait l'exégèse mardi matin avec de grands spécialistes de la critique littéraire de Dakar et de Saint-Louis, Mouchoir de femme. Donc, quelqu'un qui regarde sa société avec énormément de lucidité, avec énormément de passion, avec énormément d'amour, et qui a activé à chaque fois que c'était nécessaire, disons, les signaux pour avertir des dérives, pour célébrer, pour prévenir, pour mettre en garde. Et donc c'est tout ça qui fait de Iba Ndiaye Diadji
non seulement l'enseignant, le pédagogue, le romancier, mais également quelqu'un qui avait vu très tôt l'importance qu'il faut accorder à la réflexion sur les arts. Et donc, ce n'était pas un hasard si Iba Ndiaye a consacré énormément d'études et de publications de très grande facture sur la critique d'art en Afrique de façon générale. Donc nous avons célébré tous ces aspects de l'homme dans les directions que le colloque a prises dès le départ. Et c'est tout heureux que les artistes aient participé à l'unisson, en tout cas parmi ceux qui sont les plus crédibles aujourd'hui, pour nous faire une excellente, très belle exposition d'art plastique que vous pouvez encore visiter à la bibliothèque universitaire. Et donc c'est tout ça l'homme Iba Ndiaye Diadji qui fait que c'est facile d'en parler et en même temps ça nous permet de voir qu'il a laissé en héritage énormément de choses. Et si cet héritage était compris et fructifié, peut-être que, et mis en pratique, peut-être que ça nous permettrait de sortir de beaucoup d'ornières. C'est la raison pour laquelle je pense que le Sud-Est a eu raison. Non pas de célébrer pour célébrer comme on l'a fait d'ailleurs avant cette manifestation, mais cette fois-ci nous avons voulu célébrer en mettant en avant l'ensemble des qualités de Iba Ndiaye Diadji, la dimension plurielle de Iba Ndiaye Diadji, n'est-ce pas? Et ça c'est tout à l'honneur du syndicat qu'il a dirigé pendant des années pour pouvoir, disons, dire avec beaucoup de satisfaction que l'élan spontané qui a accompagné ces 2 journées témoigne à satiété de l'importance du legs historique de Iba Ndiaye Diadji. Sur ce, vous comptez également populariser ses œuvres puisqu'il en a écrit pas mal. Oui, d'abord nous allons publier les actes du colloque. Nous allons entreprendre un certain nombre d'initiatives pour mieux faire connaître Iba Ndiaye à travers ses écrits. Il en a fait beaucoup sur l'esthétique, il en a fait beaucoup sur le syndicalisme, il en a fait beaucoup sur le défi que doivent relever les pays africains. Et enfin, nous avons émis l'idée de la création d'une fondation Iba Ndiaye Diadji. Une fondation aura le mérite évidemment de mettre à jour tout cela. Et aussi d'inciter la jeune génération et nos contemporains à mieux cerner les questions qui étaient au cœur de la réflexion de Iba Ndiaye Diadji. Vous savez, dans notre pays, nous avons une mémoire assez sélective et souvent oublieuse. Ce qu'on apprend aujourd'hui, on l'oublie demain. On ne le fructifie pas. Or, on ne prend pas la responsabilité d'écrire pour écrire. Je suis loin de ceux qui pensent que le roman, par exemple, ne peut pas être un roman engagé. Je suis convaincu. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avons mis en exergue la filiation dans l'écriture, dans la thématique entre Iba Ndiaye Diadji et Sembène Ousmane, parce que Iba a consacré en tant que critique littéraire beaucoup d'études sur le roman, les genres romanesques, la poésie, le théâtre, le roman africain et sénégalais singulièrement. Il a consacré beaucoup de réflexions au jeu d'écriture de grands noms, de grandes plumes des lettres sénégalaises et africaines, que ce soit Chinua Achebe, que ce soit Ousmane Sembène, Cheikh Ali Ndao, Cheikh Hamidou Kane. Et il a fait des rapprochements multidisciplinaires pour montrer un petit peu qu'il n'y a pas de cloisonnement dans la réflexion autour des arts de l'écrit, des arts qui mettent en exergue la valeur du travail. Et donc, je pense que si nous créons cette fondation, nous pourrions effectivement régulièrement mettre à jour un certain nombre de pistes de réflexion qu'Iba a déjà tracées. Ça ne veut pas dire qu'il a tout réglé, loin de là. Mais au moins, il a mis l'accent sur des questions très importantes dont le traitement requiert évidemment beaucoup d'attention, beaucoup de sens de la prospective et également une analyse rigoureuse et lucide des situations dans lesquelles nos pays sont plongés aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire également que Iba Ndiaye Diadji a participé à l'avènement du syndicalisme au Sénégal? Non, puisque Iba a trouvé un mouvement syndical qui a une histoire. Depuis la période coloniale jusqu'à la période post-coloniale, il y a eu des syndicats qui se sont formés. Mais ce que Iba a ajouté, c'est des questions d'éthique dans la gestion des questions revendicatives. C'est-à-dire que Iba, comme le dit Mamadou Diouf dans le mot dont il a accompagné la préface au roman, syndicaliste, c'est-à-dire que
ces dirigeants syndicaux corrompus, ça, Ibe en était absolument éloigné et les dénonçait à chaque fois. La manière de traduire de manière réaliste et responsable les revendications des travailleurs dans des contextes particuliers, Ibe les a traduits dans ses réflexions. La manière de fédérer les énergies syndicales et centrales syndicales de meilleure aloi que ce qu'on a eu. On se souvient des joutes entre Feu Madia Diop et Iba Ndiaye Diadji sur des questions syndicales majeures. Donc Iba n'a pas créé le syndicalisme. Iba a apporté une pierre particulière à la manière de poser les questions syndicales, n'est-ce pas? La manière dont il a, avec ses camarades, construit progressivement et rendu incontournable une centrale syndicale comme la CSA montre bien le sens de la prospective qui animait Iba Ndiaye Diadji. La manière dans le syndicalisme enseignant, on mettait parallèlement la défense de l'école et la défense de la condition enseignante. Et que la défense de la condition enseignante ne pouvait pas entraîner ipso facto le dépérissement de l'école. Puisqu'il y a des manières de traduire les revendications qui mettent en danger l'école. Donc ça aussi, c'est une dialectique qui n'était pas aisée de comprendre à l'époque, mais que de plus en plus on intègre. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de turbulence zéro. Turbulence zéro ne veut pas dire qu'il faut taire les revendications des enseignants pour des conditions de travail et des conditions sociales dignes de son nom. Restaurer l'image de l'enseignant. Vous savez, depuis plusieurs décennies, les enseignants ont une telle mauvaise presse parce que les parents d'élèves ne comprennent pas les actions syndicales, parce que l'opinion publique ne mesure pas la nécessité de défendre son outil de travail, de satisfaire des revendications somme toute légitimes et sur lesquelles souvent le gouvernement est d'accord. Et le fait de dire oui, les enseignants sacrifient l'école, les enseignants sacrifient les enfants. C'est un petit peu tiré par les cheveux que d'avoir une opinion de cette nature. Mais ça ne veut pas dire que les revendications doivent prendre le pas absolument et nécessairement sur la défense de l'outil de travail qu'est l'école. Cette dialectique était difficile à comprendre. De plus en plus, elle fait son chemin. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre aussi le gouvernement ou les différents gouvernements devant leurs responsabilités. J'ai dit tout à l'heure, quand on signe des accords, il faut les respecter. Et cet exercice est tellement pernicieux qu'il empêche les syndicalistes de réfléchir sur les questions fondamentales de l'école. Ils passent plus le temps à fomenter des grèves qui s'achèvent en queue de poisson, passez-moi l'expression souvent, au détriment d'une réflexion profonde sur la nature de l'école, sur l'état de l'école, etc. Et enfin, il y a la perversité qui a traversé le champ syndical et que Iba a combattu, la création artificielle de syndicats d'enseignants uniquement mus par l'intérêt matériel et qui n'ont de base que les préoccupations qui sont celles des enseignants au plan pécunier, au plan financier, au plan matériel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas défendre les enseignants du point de vue de leurs revendications légitimes, mais il faut le faire dans une perspective qui mette devant ses responsabilités le gouvernement en question pour que l'école et la condition enseignante s'en trouvent améliorées, d'une part. Et d'autre part, faire également en sorte que l'enseignant lui-même soit un travailleur respecté. Et souvent, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des enseignants qui sont parfois dans des situations absolument inqualifiables. Donc, nous commençons la critique par nous-mêmes, sur nous-mêmes, avant de jeter la pierre au gouvernement. On ne dédouane pas du tout le gouvernement, mais j'ai dit qu'il faut quand même faire la part des choses aussi. Un syndicalisme révolutionnaire doit prendre en compte rigoureusement les impératifs de l'époque dans laquelle nous vivons, les responsabilités qui sont celles du gouvernement, qui sont celles des parents d'élèves, qui sont celles de la société, et last but not least, les responsabilités qui sont celles des enseignants. L'école est un secteur névralgique. C'est le poumon de la société. Vous ne pouvez pas imaginer un pays sans éducation. Que ce soit l'éducation formelle, par l'école dont nous avons hérité, que ce soit l'éducation par les valeurs religieuses qui fondent aussi une bonne partie de notre être là, mais également l'école doit être au service du développement. C'est pour ça que le slogan du Sud-Est, c'est une école de qualité, une université de développement. Ce n'est pas un diptyque qui est choisi au hasard. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Professeur, nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Ben, le plaisir a été pour moi. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Tout à fait. Et que vos auditeurs ou vos lecteurs trouveront matière à réflexion. Puisque, comme je le dis toujours, le Sénégalais a cette faculté de comprendre, mais qu'on ne promeut pas suffisamment pour l'aider à participer en tant que citoyen à l'édification d'une société nouvelle, c'est-à-dire une société qui est basée sur des valeurs. C'est un aspect que j'ai oublié également. Comment faire en sorte que ce que nous disons, ce que nous faisons tous les jours, les actes d'apprentissage que nous posons participent de la restauration des valeurs de notre République, de la restauration des valeurs morales qui fondent l'être sénégalais, et également d'une dimension absolument indispensable qui est la pratique de l'être humain dans sa société. Une pratique de non-corruption, de non-gaspillage des ressources publiques ou de concussion ou de gabegie, mais un homme sénégalais, j'insiste, plongé dans les réalités de son temps, mais capable également de puiser dans les trésors les aspects les plus positifs de son trésor culturel. Et ça aussi, c'était Iba Ndiaye. Et c'est ça aussi qui est notre bréviaire. Depuis que nous avons, par un destin que nous saluons vraiment, eu la chance d'avoir accès à des connaissances et à une manière d'appréhender le réel, dans un engagement qui n'est pas dépassé du tout. Je persiste et je signe. L'engagement citoyen fondé sur des idéologies dont le fond est l'amélioration de la condition humaine, cet engagement-là, il est encore présent et c'est ce que Iba Ndiaye a traduit. D'accord. Voilà. Merci encore une fois, M. Kassé, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes Magui Kassé, professeur titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également à vous, chers auditeurs. C'était tout pour votre émission éducative L'encre et la plume. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même